Heureux de vous retrouver sur Médian TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a inclus la santé mentale et le traitement de l'abus de substances psychoactives dans les objectifs du développement durable. C'était la première fois que les dirigeants politiques reconnaissaient la santé mentale comme une priorité mondiale. Les pays africains ont eu dès lors la possibilité d'agir en tenant compte de cette considération et d'augmenter leurs dépenses de santé mentale. Alors, quel renforcement des services de santé mentale en Afrique? On en parle dans cette émission. Et pour en discuter, nous recevons Marie-Alix de Putter. Elle est présidente de Blue Mind Foundation. Bienvenue, madame. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes responsable d'une organisation internationale créée en 2021 qui a entre autres pour mission de sensibiliser au sujet de santé mentale, promouvoir le bien-être et prévenir les situations à risque. On aura l'occasion au cours de l'émission d'en savoir davantage. Avec nous sur le plateau, Chrissy Kuo, qui est thérapeute, et coordonnatrice du conseil scientifique de Blue Mind Foundation. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Au cours de l'émission, nous aurons l'œil du spécialiste sur toutes les questions liées à la santé mentale. Alors, entrant dans le vif de notre sujet, de façon générale, quelle est la perception de l'Afrique sur les questions qui sont liées à la santé mentale? Marie-Alix. Alors, la santé mentale est un tabou. La santé mentale, c'est un sujet dont personne ne parle et qui pourtant concerne tout le monde. La santé mentale, finalement, c'est un peu l'association avec des images dévalorisantes de certaines personnes qui souffrent de troubles particuliers. La santé mentale, c'est pourtant la santé, et donc la santé mentale, on devrait en parler plus souvent et c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. Nous disions que vous êtes thérapeute. Dans votre domaine, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme Marie-Alix vient de le dire, la santé mentale reste encore très tabou. Et donc, il y a un réel problème aujourd'hui parce que nous sommes en sous-effectif en tant que thérapeute. Principalement en Afrique, il y a un gros manque d'effectifs par rapport à ça. Parce que, encore une fois, les gens ont une perception différente de ce que c'est que la santé mentale. Il y a une étude qui a été réalisée en Côte d'Ivoire par le Programme national de santé mentale et l'étude a été présentée le 21 janvier 2021. En Côte d'Ivoire, il existe 541 structures conventionnelles spécialisées en santé mentale non conventionnelles, contre seulement 35 établissements conventionnels et parmi lesquels on peut avoir 127 centres de guérison traditionnelle et 59 centres de phytothérapie. Quel est votre commentaire sur ce nombre de centres en Côte d'Ivoire? Écoutez, déjà il faut saluer l'étude qui a été réalisée par le programme national. Ça montre aussi l'intérêt croissant des gouvernements sur les questions de santé mentale. Donc ça, c'est déjà une initiative qu'il faut saluer parce que c'est vrai qu'en général, quand une personne souffre de troubles de la santé mentale et en tout cas quand ça se déclenche, notre réflexe premier, c'est d'abord d'aller voir ou le prêtre ou le pasteur ou l'imam, et quand on est arrivé à bout, on va dire, de ces différentes chaînes, on peut voir également un tradipraticien. Donc ça montre bien que c'est une réalité sociale qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas cacher. Et donc c'est important de pouvoir évaluer, je dirais, le nombre de centres et pour pouvoir ensuite, je pense, les équiper, les former et faire ensemble. Parce que aujourd'hui, nous en sommes à un point où il est non seulement nécessaire de tenir compte finalement de la réalité à la fois culturelle ou alors de l'attachement spirituel de certaines personnes ou de certaines familles à des religions, et c'est de dire ok, Dieu c'est important dans nos vies spirituelles et les médecins sont aussi importants. Et comment est-ce qu'on peut faire collaborer finalement les institutions ecclésiales avec le milieu de la médecine et bien sûr avec les tradipraticiens, faire ensemble. Et pour faire ensemble, il faut déjà se connaître et donc se connaître passe aussi par se compter. Donc c'est vraiment une initiative à saluer et j'espère qu'on verra partout en Afrique ce genre de projet prendre place. À quel moment dit-on qu'on a des troubles de la santé mentale? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui en souffrent mais qui n'en soient pas conscientes. Effectivement. Alors la santé mentale, il faut savoir que lorsqu'on parle de santé mentale, on parle principalement de l'équilibre mental qu'une personne peut avoir. C'est-à-dire que nous traversons tous
au quotidien des obstacles de la vie, que ce soit des obstacles financiers, des obstacles relationnels, des obstacles au niveau de notre famille, de notre emploi. Mais à partir du moment où il y a une perte d'équilibre et à partir du moment où la personne n'est plus en mesure de pouvoir faire face à ces obstacles, là, il faut qu'on commence à se questionner sur la santé mentale et sur l'importance de cette santé mentale. Et le trouble réellement intervient lorsque ça a un impact sur notre vie, sur notre fonctionnalité. C'est-à-dire que si une personne n'est plus en mesure de pouvoir aller travailler ou si son travail est perturbé, si ses relations avec les autres et sa communauté sont perturbées, alors à ce moment-là, on peut s'interroger sur le fait que c'est réellement un trouble de la santé mentale. Et la plupart du temps, ceux qui viennent vous voir viennent d'elles-mêmes, c'est des personnes qui les conduisent vers un thérapeute. Alors, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement très tôt ont été baignées dans cette culture de santé mentale et l'importance de la santé mentale et qui donc, quand ils sentent qu'ils sont dans un moment où ils n'ont plus forcément le contrôle, ils se redirigent directement vers un thérapeute. Donc ça, ce sont en général dans les cultures où on parle un petit peu plus souvent de la santé mentale, où c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou et où l'accès est beaucoup plus simple aussi, beaucoup plus facile. Cependant, il y a aussi des cas où malheureusement les personnes n'ont pas conscience et bien souvent même les personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles sont en train de traverser et il faut qu'elles soient redirigées, soit interpellées par quelqu'un de leur entourage qui fait remarquer qu'à ce moment-là quelque chose de différent est en train de se passer, que la personne n'est plus entre guillemets elle-même, soit alors amenée directement dans l'institut ou dans l'hôpital spécialisé. Il est vrai que vous êtes présidente fondatrice d'une fondation, mais vous avez vécu une expérience aussi. Comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir donc surmonter cette expérience-là? Alors, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai perdu mon mari dans des circonstances tragiques il y a 10 ans. Il a été assassiné alors que j'étais enceinte de 4 mois et effectivement, j'ai moi-même vécu des moments très dramatique, on va dire, d'un point de vue social et tout ce qu'on peut imaginer, une espèce de cataclysme comme ça qui bouleverse et chamboule tout. Et dans cette situation-là, j'ai traversé, je peux dire aujourd'hui traversé, des moments de dépression assez sévères, parce qu'il y a aussi, Chrissico pourra nous en parler un peu plus en détail, il y a différents niveaux en fait dans la dépression qu'on peut vivre ou dans les troubles post-traumatiques que j'ai pu aussi subir. Donc, c'est-à-dire que ça pouvait être, par exemple, en termes de troubles post-trauma, ça pouvait être un son, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en train de discuter, par exemple, et puis il y a un son, et puis l'association de ce son avec une image qui vous plonge dans une espèce de peur, panique, vous perdez en fait le contrôle même de votre corps, vous voyez. Donc quand je parle notamment de ces questions-là, je les vis de l'autre côté, donc du côté des patients. Et ce que je dis souvent, j'ai écrit un livre d'ailleurs pour raconter cette période de ma vie, Aime ma fille, aime. Et ce que je dis souvent, c'est que et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs avec tranquillité. Il y a la foi, bien sûr, une éducation protestante qui a aussi été d'un grand secours, mais surtout il y a les thérapeutes. Les thérapeutes m'ont sauvé la vie. Donc j'ai été accompagnée à la fois par un psychologue spécialisé dans la gestion du psychotrauma et par une psychiatre qui avait la même spécialité, donc qui travaillait, on va dire, différentes techniques, parce qu'il y a différentes méthodes pour permettre de, comment je vais dire ça, notamment en ce qui concerne le trauma, de pouvoir revenir au présent. Parce que ce dont il est question, c'est que quand vous avez une association comme ça, à la fois d'image ou de son, et que ça vous projette dans un état antérieur, c'est parce que vous n'êtes pas au présent. Donc il y a des techniques, notamment EMDR, qui m'avaient été en fait enseignées pour pouvoir me resituer au présent et pouvoir reconstituer une réalité et se dire le danger, il n'est pas imminent, etc. Donc thérapie et je peux dire aussi que ça a été l'occasion de vivre de façon personnelle les conséquences de la stigmatisation, parce que dans ma famille, malgré le fait que je vivais une situation
quand même assez unique à l'échelle humaine. Voilà, il y avait des réticences de certains de mes proches par rapport à cette comment je veux dire, ouverture sur le monde de la psychiatrie. Donc il y avait des peurs, il y avait des associations un peu, je pense, douloureuses. Et si je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle de la souffrance finalement des proches dans ces circonstances-là, parce que les gens ils savent pas en fait quoi faire. Donc en fait on se retrouve démunis et on veut se protéger avec le peu qu'on sait. Donc du coup je pense que il nous faut aussi être bienveillants envers les proches, parce que souvent ça part d'une vraie volonté de bien faire. Donc voilà, donc ça a été aussi l'occasion et ça a été aussi une motivation pour moi de dire si moi dans une situation qui était quand même assez exceptionnelle, j'ai quand même dû faire face à une stigmatisation des soins que j'avais, qu'en est-il des autres qui vivent des situations qui peuvent paraître, parce que ça ne l'est pas, qui peuvent paraître plus accessibles, et en fait où on va associer des idées du genre quand on souffre de troubles de la santé mentale, c'est qu'on est faible. Ou quand on souffre de troubles de la santé mentale, c'est que ça vient de l'Occident, ce ne sont pas des maladies de noirs. Et d'une certaine façon, quand on dit ça, ça veut dire qu'on coupe finalement à la fois les Noirs et les subsahariens de l'humanité, puisque tout le monde est concerné par les troubles de la santé mentale. Et à partir du moment où on se dit ça ne nous concerne pas, que ce soit en termes de couleur ou en termes de zone géographique ou même en termes de genre, parce que la réalité c'est que, et j'en parlais au début, c'est de dire que la santé mentale nous concerne toutes et tous et toutes, et pourtant on va avoir tendance à se dire si c'est une femme on va dire bon c'est une femme, mais si c'est un homme, non, en fait les hommes c'est fort. Et pourtant les troubles de la santé mentale concernent à la fois les hommes, les enfants, les personnes âgées, ça concerne tout le monde. Et toute cette expérience, vous la mettez au service de cette fondation, on en parlera encore tout à l'heure. Vous voulez faire un additif? Oui, si je voulais juste rajouter un petit point, ou mettre l'accent sur un point que Marie-Alix a soulevé tout à l'heure. Elle a parlé de la spiritualité et aussi de la santé mentale. Et je pense qu'un des gros obstacles que nous avons aujourd'hui, principalement en Afrique, nous sommes un continent qui majoritairement est très spirituel. Que ce soit, peu importe la religion d'ailleurs, nous sommes très spirituels. Nous croyons toujours en un Dieu, ou plusieurs d'ailleurs, dépendamment des religions. Et c'est un énorme obstacle pour l'accès à la santé mentale, parce que malheureusement les gens pensent que les deux sont incompatibles. Or pas du tout. Il est très possible d'être spirituel et à la fois avoir un accès à la santé mentale, ou vouloir procurer des soins mentaux. Et c'était vraiment pour ajouter à ce que Marie-Alix disait. Et en fait, aujourd'hui, ça ferme les portes à beaucoup de gens, alors que si vous regardez, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont aussi très ancrés dans leur spiritualité. Mais parce qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que la santé mentale, ça reste, comme Marie-Alix le disait tout à l'heure, la santé. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit dissocié d'un autre type d'accès aux soins. Les personnes qui se confient au domaine spirituel, on imagine qu'elles ont des résultats probants. Les personnes qui vont vers le spirituel par rapport, si les deux aspects ne s'opposent pas. Non, pas forcément. Je pense pas du tout que ce soit corrélé. Je pense juste que c'est une histoire de culture. Et je pense juste que dans notre culture, la première porte vers laquelle on se tourne, ça va être la porte spirituelle. Avant même de s'adresser à la famille, on va d'abord s'adresser à un Dieu, si on croit en Dieu en tout cas. D'accord, parlons maintenant de vos méthodes de travail. Comment est-ce que vous faites la prise en charge des personnes qui viennent vers vous? Parce que tout à l'heure, Marie-Alix a parlé des proches. Il y a des personnes qui vivent avec vous en société et dès le moment où elles se rendent compte que vous avez une difficulté, parfois vous êtes stigmatisé. Tout à fait. Alors déjà, ça c'est un gros combat. Il faut combattre ce stigma. Alors évidemment, toute consultation se fait dans l'anonymat. Il y a beaucoup de gens qui refusent même de dire à leurs proches qu'ils se tournent vers nous, parce que ça reste encore une fois un énorme stigma et une très très grande idée reçue. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule méthode thérapeutique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui continuent d'évoluer au fur et à mesure. Il y a des mélanges de méthodes thérapeutiques. Il y a de la psychothérapie, il y a de l'ergothérapie, il y a en fait, en fonction de ce qu'on recherche ou de ce dont on a besoin, il y a plusieurs types de méthodes thérapeutiques qui sont mises à disposition pour pouvoir nous aider. Et de notre côté, il y a des organisations telles que les ONG qui se mettent au service des personnes qui sont dans le besoin. On a donc votre organisation. Dites-nous de façon pratique, depuis 2021 à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète?
Donc déjà, on travaille sur ce qui est devenu Blue Mind Foundation depuis 4 ans. Et effectivement, depuis près d'1 an, on travaille effectivement sur notamment 3 programmes. Le premier qui concerne les femmes, dont on parlera plus longuement. Un programme également de bourse pour des médecins, pour qu'ils se spécialisent en psychiatrie, et un programme spécialisé pour les jeunes. Et pourquoi en fait ces 3 programmes? Donc vous avez expliqué tout à l'heure qu'effectivement, nous sommes une organisation internationale dont l'objectif principal est de déstigmatiser la santé mentale et de rendre accessible le soin. Et il faut savoir aujourd'hui qu'à l'échelle internationale, les 3 publics qui sont les plus concernés par les troubles de la santé mentale sont en premier lieu les femmes, ensuite nous trouvons les jeunes et ensuite nous trouvons les personnes qui vivent dans des situations précaires et notamment qu'on retrouve donc principalement dans les pays en développement. Donc aujourd'hui, la première étape pour nous, pour la Blue Mind Foundation, a été donc de réfléchir et de faire, on a fait des recherches, on a fait une étude également sur le terrain pour répondre à un besoin concernant les femmes. Et donc est né Heal by Hair, le premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé mentale en Afrique, dont l'objectif est de former les coiffeuses, en fait de donner en fait aux coiffeuses une formation de base en santé mentale afin qu'à leur tour elles puissent sensibiliser leurs clientes. Et donc on leur apprend très concrètement à observer leur environnement et notamment leurs clientes, pouvoir écouter, donc écouter avec attention, écouter sans jugement et pouvoir orienter vers des thérapeutes pour les clientes qui en ont besoin. Donc la première étape pour nous a été donc une étude que nous avons rendue publique en novembre 2021. Donc nous sommes allés en fait dans 7 pays d'Afrique, donc Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Sénégal et d'autres pays. On a interrogé des femmes, plus de 700 femmes, et on a interrogé également des coiffeuses. Et on leur a demandé aux femmes si elles se confient à leur coiffeuse, et à 67% c'était le cas, et on a demandé effectivement aux coiffeuses si c'était le cas, et à 90% elles ont dit oui. Et on a demandé aux coiffeuses si on mettait en place une formation, est-ce qu'elles seraient intéressées pour être outillées pour accompagner leurs clientes, et à plus de 91%, les coiffeuses ont dit oui. Donc on avait ainsi la rencontre finalement d'une étude de pointe, des études de pointe avec des réalités sociales, culturelles ancrées sur le terrain. Donc ça, nous sommes en train de déployer donc ce programme déjà en Côte d'Ivoire et on a une ambition de toucher 5 millions de femmes africaines à l'horizon de 2035 dans 20 villes et de former au moins 1000 coiffeuses. On ira très bien. Coordonnatrice du conseil scientifique de Blue Mind Foundation. Chrissy, qu'est-ce que vous faites de façon concrète en tant que coordonnatrice? Donc de façon concrète, la Blue Mind Foundation a donc un conseil scientifique qui regroupe plusieurs psychiatres africains d'ailleurs, donc implantés dans différentes villes d'Afrique, ce qui est très important parce que ça nous permet aussi d'avoir un regard différent sur les différentes cultures dans ces pays-là en question, donc que ce soit le Maroc, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, etc. Et ça nous permet d'avoir une vue différente et une vue d'ensemble, entre guillemets, sur la psychiatrie dans ces pays-là. Donc en tant que coordinatrice du conseil scientifique, je m'assure effectivement du bon déroulement, en tout cas au niveau scientifique de la fondation, donc des recherches, de la mise en place aussi donc, du programme que nous avons et dont nous allons parler plus longuement après ça, Heal by Hair, qui est en train de se dérouler actuellement, et surtout faire le lien avec les différents conseils que nous avons dans l'enceinte de notre organisation pour pouvoir représenter un peu la voix des scientifiques dans l'enceinte de la fondation. Le psychiatre et le thérapeute, est-ce qu'ils font le même travail? Alors non, c'est une très bonne question. C'est effectivement une question qui revient très très souvent parce que les gens s'interrogent de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux. Et puis même le mot psychiatre, ça fait un petit peu peur oui. lorsqu'on en entend parler, contrairement au mot de thérapeute qui a l'air un petit peu plus soft, on va dire. Un psychiatre en fait est un médecin qui est donc habilité à fournir des traitements médicamenteux et qui d'une façon générale, après c'est débattable, mais d'une façon générale est quand même donc plus habilité à pouvoir traiter des maladies beaucoup plus en profondeur. Un thérapeute va arriver avec une méthode de traitement qui sera un peu plus différente. Donc c'est-à-dire que ce sera des méthodes qui seront plus via la parole, via des exercices, et qui sont tout aussi efficaces. Je pense que l'un et l'autre sont vraiment efficaces en fonction de le trouble avec lequel la personne vient, mais effectivement ils n'ont pas du tout la même orientation. D'accord, parlons de politique.
parlons de politique sanitaire, parce que cette émission est également destinée à nos différentes autorités. Si vous aviez des recommandations à leur faire, parce que tout à l'heure on a dit en début d'émission qu'il y avait peu de thérapeutes, peu de psychiatres, et vraiment il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous leur direz en termes de recommandations? Je dirais déjà prendre conscience de ce que c'est. Je pense qu'il y a un besoin, quand j'ai parlé d'éducation, c'est plutôt vraiment de s'informer, de voir aussi déjà ce que les acteurs font sur le terrain. Je dirais aussi de respecter les engagements qui ont été pris parce que voilà, on a des pays qui se sont engagés notamment à consacrer une part de leur budget à la santé, en particulier à la santé mentale. Et donc ce serait déjà de respecter en fait ces engagements et je dirais même d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, il faut savoir que on a une espèce d'inversion en termes de ratio. L'Afrique manque clairement de thérapeutes, donc nous en parlions. On a en Côte d'Ivoire une cinquantaine de thérapeutes pour 26 millions d'habitants. Au Cameroun, on en a 11 pour 25 millions d'habitants. Au Togo, on a 5 thérapeutes, et par thérapeute, j'entends même psychiatre, pour 8 millions d'habitants. Donc ça, c'est pour vous dire que, alors que l'OMS recommande un thérapeute pour 5000 personnes. Donc ça signifie qu'on a un manque de ressources humaines, mais on a également un manque de ressources financières. Donc il y a un manque d'investissement dans le domaine de la santé mentale. L'Afrique, aujourd'hui, investit moins $1 par personne, donc c'est 27 fois moins que la moyenne mondiale. 27 fois moins, alors que nous avons aujourd'hui le continent le plus jeune. On en a parlé tout à l'heure des différentes populations qui vont se retrouver concernées par les troubles de la santé mentale. Alors quand on dit et quand on se réjouit, parce que c'est une bonne chose d'avoir un continent jeune avec des moyennes d'âge à 18 ans, notamment quand on pense au Cameroun, mais c'est aussi important de pouvoir se dire que c'est aussi une population qui va être fragile d'un point de vue de la santé mentale, puisque les premiers troubles de la santé mentale apparaissent au moment de l'adolescence. Et ça, Chrissy pourra en parler plus longuement. Donc je dirais s'informer, voilà, rencontrer les acteurs du terrain, tenir les engagements en termes d'investissement, potentiellement même aller plus loin que ce qui est fait. Et il y a également un besoin, je dirais, de concertation. Parce que c'est important de parler de l'action des ONG, mais il faut savoir que les ONG à elles toutes seules ne peuvent pas absorber en fait 66 millions de femmes. Comment voulez-vous faire tout seul? Et c'est aussi un des projets et un des sujets sur lesquels on voit bien qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est-à-dire que les organisations internationales ne pourront pas faire toutes seules, les organisations locales ne pourront pas faire toutes seules, la Blue Mind Foundation ne pourra pas faire toute seule. Donc on a besoin du pouvoir, en fait, on a besoin que les autorités en fait, gouvernementales et politiques nous soutiennent. Ça peut être un soutien institutionnel, une facilitation notamment pour organiser des formations pour former encore plus de personnes. Ça peut être même d'un point de vue législatif. On a également des députés qui nous écoutent et ce serait bien de se dire comment mettre en place des lois pour favoriser et tenir compte en fait du droit des malades et se souvenir que quand on parle effectivement de santé mentale, on parle de santé. Si on réussit tous à se dire, quand nous parlons de santé mentale, nous parlons de santé, ce n'est pas parce qu'il s'agit de maladies souvent invisibles que ça veut dire qu'elles en sont moins importantes. Vous voyez, et aussi de se dire que, comme on le disait avec Chrissy tout à l'heure, la santé mentale, en fait, c'est la santé et même dans la manière en fait de prendre soin de nous, c'est au quotidien. C'est-à-dire on n'a pas besoin quand on parle de santé mentale d'avoir un trouble de la santé mentale pour prendre soin de sa santé mentale. Au contraire même, il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux se dire quelles sont les conditions dans lesquelles je peux vivre pour garder une bonne santé mentale et être à l'écoute aussi, je dirais, de soi-même, parce qu'on a dit effectivement, on peut rencontrer principalement deux publics. Donc ceux qui se connaissent et qui ont, je veux dire, une facilité en fait à pouvoir identifier des changements qui peuvent intervenir dans leur vie, que ce soit au niveau de la prise de poids, un changement d'humeur ou de pensée morbide, ou également ça peut être des personnes qui vont ressentir des effets sans pouvoir nommer ce qui se passe et d'avoir des proches qui sont suffisamment formés au courant de ce que c'est pour pouvoir prendre des dispositions qui facilitent, je dirais, la guérison. Avec les crises à répétition que nous avons connues dans la sous-région et la guerre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre par rapport à un certain nombre de personnes qui pourraient souffrir de troubles?
Écoutez, malheureusement, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a un réel besoin et un besoin encore plus important après des grosses crises comme la crise qu'il y a pu avoir, la crise politique qu'il y a pu avoir en Côte d'Ivoire, dont je ne me permettrai pas de parler parce que je ne suis pas du pays, mais cependant qui a affecté énormément la santé mentale des personnes dans le pays. Malheureusement, suite à cette crise-là, il y a eu très peu, voire même très peu d'organisations qui se sont mises à l'écoute des personnes qui étaient dans le besoin après ça. Il faut savoir qu'une crise, ça a des conséquences assez impressionnantes sur la vie d'une personne. Non pas seulement au moment de la crise, mais aussi des années après. Après que la crise soit passée, les conséquences sont toujours visibles. On parlait de stress post-traumatique tout à l'heure et effectivement, c'est une des grosses conséquences d'une crise comme une guerre ou comme par exemple une pandémie qui est aussi une crise sanitaire et qui est une crise sanitaire qui nécessite un peu plus d'impact, on va dire, ou un peu plus de mise en place au niveau mental pour pouvoir aider les personnes à se sortir de là. Dès qu'on dit crise, on parle évidemment de perte d'emploi, on parle de maisons qui sont détruites dans le cas d'une guerre, on parle de personnes qui décèdent, on parle de deuil à répétition, on parle de traumatismes très violents, on parle de beaucoup de choses, de viols, etc. Et donc effectivement, les gens n'ont pas conscience que même après la crise, il faudrait que le soin mental soit présent et encore plus présent pour pouvoir aider les personnes à pouvoir naviguer et à pouvoir se remettre sur pied. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à Chrissy Koumo. Je rappelle que vous êtes thérapeute et vous êtes par la même occasion coordonnatrice du conseil scientifique de Blue Mind Foundation. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Pour votre œil de spécialiste. Merci également à Marie-Alex de Putter, présidente de Blue Mind Foundation. Merci pour votre accueil chaleureux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.